Fred Colby est activiste dans la lutte contre le VIH. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, Fred Colby, sur Instagram, ça doit être la même chose, et sur parcourspositif.org, qui est un site ressource assez riche sur la vie avec le VIH. Donc, si vous avez des questions à la suite de nos discussions, ou pas à la suite de nos discussions, d'ailleurs, si vous avez des questions sur ce thème-là, je vous invite à vous reporter à ce site internet. Alors, il vient aussi de publier un livre, celui-là, sur sa vie depuis qu'il est séropo. C'est un livre qui est à la fois poignant, parfois léger, parfois très brut, parfois plus subtil. Enfin, c'est un vie qui est comme la vie, quoi, qui est assez collé à la vie, et c'est pas rien d'accepter de mettre d'utiliser sa propre vie comme terrain d'expérience, puisque c'est ça un peu la finalité de ce type de témoignage, c'est pour raconter comment on a vécu un certain nombre de choses et comment on aimerait faire en sorte que d'autres les vivent mieux, ou et soient moins confrontés à des discriminations, à de la violence, parfois physique d'ailleurs. Voilà. Nous, à l'Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès, si on a voulu discuter avec Fred aujourd'hui, 1er décembre, c'est parce que on voulait mettre en lumière un peu quelque chose qui est pas toujours, dont on n'a pas toujours tellement conscience, sauf quand on est évidemment soi-même victime de ça. C'est ce qu'on appelle la sérophobie. Alors la sérophobie, c'est quoi? C'est le fait d'être discriminé, d'être mis à l'écart, d'être rejeté en raison de son statut sérologique, en raison du fait qu'on est séropositif au VIH. Voilà. Et ça peut se retrouver dans pas mal de situations. Donc, on voulait un peu discuter de tout ça avec Fred. Il évoque un certain nombre de situations dans son livre. Et peut-être le premier, d'ailleurs, le premier qui est le titre, puisque peut-être que tu peux nous dire comment t'es arrivé à donner ce titre-là à ce livre. Donc le titre, c'est « T'as pas le sida, j'espère ». Bon, déjà, merci de m'avoir invité et de me donner la parole. Alors, pourquoi ce titre? En fait, ce titre, je voulais qu'il résonne et décrive ce qu'est la sérophobie ordinaire. Pour moi, la sérophobie ordinaire, c'est comme l'homophobie ordinaire ou le racisme ordinaire. C'est ces petits actes, ces petits mots du quotidien qui peuvent faire mal. Et en l'occurrence, cette phrase, c'est une phrase qui m'a été prononcée au moment où moi j'essayais d'annoncer ma séropositivité à ma famille, et donc j'arrivais pas à cracher le morceau parce que c'est compliqué, hein. C'est comme un comédien en fait. Et à ce moment-là, donc quelqu'un de ma famille m'a sorti de but en blanc, t'as pas le sida, j'espère. Et la violence de cette phrase, à ce moment-là, à un moment où j'étais vulnérable, où j'avais pas encore digéré la nouvelle, ça a été très dur. Ça a été un moment vraiment douloureux. Et bon, c'était il y a 10 ans, mais j'ai trouvé que cette phrase était assez marquante pour donner le titre de mon livre et pour expliquer aussi que la sérophobie, c'est surtout de l'ignorance en fait. C'est-à-dire que cette personne dans ma famille connaissait même pas la différence entre VIH et SIDA, qui sont deux choses différentes. Donc voilà, j'ai voulu partir de ce constat-là, revenir sur mon enfance, mon adolescence, mon homosexualité, mon arrivée à Paris, comment j'ai contracté le VIH, comment cette épreuve a été compliquée les 2 premières années de ma vie, et comment ça a fini par devenir une force. Voilà. Manifestement. Alors il y a plein de moments en fait où on est confronté à cette ignorance. Famille, amis, travail. Alors il y a même des moments très très concrets d'ailleurs, en dehors de ces moments-là qui sont des temps vraiment importants, mais il y a aussi des moments par exemple dans une relation avec une banque ou avec une assurance. Enfin, c'est des choses auxquelles on s'attend pas forcément, et du coup c'est une vraie discrimination également. Et puis moi, ce qui m'a toujours paru étonnant, et c'est un peu pour ça que je voulais faire le point là-dessus aujourd'hui, ce qui m'a toujours paru, plus qu'étonnant d'ailleurs, ce qui m'a toujours choqué très profondément, c'est qu'on retrouve aussi la sérophobie dans les relations affectives.
Oui, et c'est peut-être le plus compliqué à gérer parce que effectivement, il peut y avoir une sérophobie institutionnelle, Ouais. professionnelle, mais je crois que ce qui est le plus compliqué pour les personnes séropositives, quand elles apprennent qu'elles sont séropositives, c'est Ouais. comment je vais faire dans ma vie affective, sexuelle, etc. Mm. Moi, c'est les premières questions que je me suis posées, hein, parce que le Bien jour sûr. où j'ai appris que j'étais séropo, il se trouve que j'avais rencontré un garçon depuis une semaine, et Mm. ma première réaction, ça a été de dire, ben, on arrête tout parce qu'il voudra Mm. pas. Et cette sérophobie, moi, je l'ai beaucoup connue dans ma propre communauté, qui est la communauté gay. Ouais. C'est-à-dire que ce soit sur les applis de rencontres de type Grindr, qui est Mm. l'équivalent de Tinder, où Mm. les personnes vous bloquent quand elles apprennent que vous êtes séropositive, où elles vous demandent si on est clean. Donc, Ouais. Ça c'est terrible, cette expression, quand même. c'est terrible parce que clean en anglais ça veut dire propre, donc ça Ouais. sous-entend que les personnes séropositives seraient sales. Donc Ouais. voilà, j'ai été confronté à des moments comme ça, à un garçon qui me ramène à la gare après avoir appris que je suis séropositif, il voulait même pas passer Mm. la nuit avec moi. Voilà, c'est des moments difficiles et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce que aujourd'hui vivre avec le VIH c'est plus une condamnation à mort et Ouais. il y a eu des avancées thérapeutiques très importantes, sauf que le grand public n'a pas connaissance de ces avancées thérapeutiques. Il n'y a pas de mise à jour du VIH pour le grand public. On est Ouais. toujours coincé en 1995, avant l'arrivée des trithérapies. Moi, Voilà, ouais. c'est ce que j'appelle le syndrome Philadelphia, en fait. Donc, le film Oui, Philadelphia, d'accord. Oui, oui, tout à fait. tu vois ce que je veux dire, enfin, Ouais, ouais. c'est un beau film, hein, mais il date de Oui, 1993. Il ne correspond pas du tout à la réalité du VIH en 2020. tout à fait. Tout à fait. Et moi, pour avoir vécu toute cette période-là, enfin, puisque moi j'ai fait mon coming out en 88, Ok. donc voilà. Donc effectivement, je vois bien la différence entre les deux périodes, c'est-à-dire entre toutes ces années, enfin, les années 90 grosso modo, puis à la fin des années 90 qui apparaissent les, Les trithérapies. les trithérapies, puis voilà, qui se perfectionnent, Mhm. qui se qui s'allègent un peu. Enfin, en tout cas, les Oui, traitements vraiment. sont moins contraignants qu'ils n'ont été. Et puis, effectivement, j'ai vu à des moments que des amis dont on pouvait penser que on n'allait pas les garder très longtemps, et puis qui finalement sont encore là pour notre plus grand bonheur, Mm. alors qu'on pensait qu'ils allaient mourir à 40 ans. Et ben en fait, ils approchent les 60 C'est ça. et ils sont encore là. Et je suis assez d'accord sur le fait que on a l'impression que la société française dans son ensemble est restée sur le. Il faudrait un autre, si j'ose dire, il faudrait un deuxième film, Philadelphia 2. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je plaisante, mais pour essayer de mettre à jour un peu tout ça, parce que Bien sûr, bien sûr. Parce que, et y compris même dans la lutte contre le VIH, et enfin contre la propagation du VIH, et pour le coup, tu dois bien voir aussi de quoi il s'agit, mais c'est important d'avoir des informations précises Mhm. sur comment maintenant on se débrouille avec le virus, à quel moment on peut le transmettre ou pas. Enfin voilà quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça pour moi le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de représentativité des personnes vivant avec le VIH Mm. d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit dans les fictions, voilà, 120 battements par minute, c'est un très beau film, mais encore Ouais. une fois, ça se passe juste avant l'arrivée des trithérapies. Oui, Et oui, c'est les années noires, c'est les années Mm. sida. Et voilà, il n'y a pas aujourd'hui de fiction, il n'y a pas de star de la télé-réalité qui va dire je suis séropo et je vais bien et je suis en charge virale indétectable et je ne peux pas transmettre le VIH. Ouais, Voilà. ça manque beaucoup en France, ça. En Angleterre et aux États-Unis, ils commencent à avoir des personnalités publiques qui prennent la parole, etc. En France, à part Jean-Luc Romero, Ouais, il n'y a pas grand monde. fait. Ouais. Mm. Qui d'ailleurs a préfacé ton livre. Tout à fait. Mais oui, c'est en effet, il n'y a pas grand monde qui porte ce combat-là. Enfin, simplement, effectivement, pour signifier que être séropositif aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. C'est ça. Alors, on disait, pour revenir sur la sérophobie, au-delà des relations affectives, même si, encore une fois, là, ça reste l'endroit où je trouve que c'est le plus choquant, mais ça n'exonère pas tout le reste. Et peut-être pour prendre un réseau proche, famille, amis, bon, la famille, on n'est pas toujours très copains avec, mais
ça dépend des situations, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que toi, comment t'as vécu et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, c'est peut-être un grand mot, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens, puisque faut admettre aussi que quand on reçoit cette nouvelle, quand on n'est pas concerné soi-même, mais qu'on reçoit cette nouvelle, bah, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas faire parce que c'est aussi une charge émotionnelle pour eux. Alors ça n'oblige pas à être maladroit ou à être blessant, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là pour qu'ils réagissent mieux finalement? Bah, en fait, tu sais, moi, Denis, je fais souvent une analogie entre le coming out séropo et le coming out LGBT. Et en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Il y a des familles où quand tu annonces que tu es une personne lesbienne, gay, bi ou trans, ils vont pleurer, ils vont vous rejeter, etc. Pourquoi? Parce que c'est de l'ignorance. Et pour moi, c'est la même chose avec le VIH. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne est informée sur ce qu'est le VIH en 2020, la différence entre le VIH et SIDA, le fait qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement, on ne transmet pas le VIH, quand on connaît les modes de transmission, quand on sait que c'est devenu une maladie chronique ou avec une espérance de vie restaurée, normalement, il n'y a pas besoin de drama, en fait. Donc, en fait, pour moi, la clé, c'est vraiment l'information. L'information, c'est le pouvoir. Knowledge is power. Contre le sida. Et c'est pas un slogan en l'air. C'est vraiment important. En fait, il faut que les gens s'éduquent sur le sujet. Il faut aussi peut-être qu'il y ait une volonté politique derrière, que le gouvernement, le ministère de la Santé fasse des campagnes nationales, parce qu'aujourd'hui, ce genre de messages sont portés par des associations ou par des individus, comme moi, par exemple. Et ça serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une campagne nationale sur la sérophobie, sur le traitement que prennent les personnes vivant avec le VIH, sur la PrEP, etc. Aujourd'hui, c'est porté par des assos, donc c'est compliqué pour que le message aille de partout. C'est compliqué. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça, c'est nécessairement c'est plus fragile comme édifice quand c'est porté par des assos que si c'est porté directement par la puissance publique. Alors peut-être on pourrait faire un point sur quelque chose qui n'est pas clair dans la tête de beaucoup de gens, c'est justement ce que tu évoquais tout à l'heure, la différence entre VIH et SIDA. Ok, alors on va faire simple. Le VIH, c'est le virus qu'on contracte. On peut faire un équivalent avec le SARS-CoV-2 et la Covid en fait. Donc le SARS-CoV-2 c'est le virus et la Covid c'est la maladie. C'est la maladie. Voilà. C'est pareil pour le VIH, c'est-à-dire que le VIH s'attaque aux défenses immunitaires. Donc c'est ça en fait. Et quand on n'a pas accès à un traitement, au bout d'en général quelques années, donc on n'a plus de défense immunitaire, donc on n'a plus de petits soldats pour nous défendre contre la grippe, etc. Et c'est là qu'on peut avoir des maladies, ce qu'on appelle des maladies opportunistes, et décéder donc du stade SIDA. Donc le stade SIDA, c'est le stade en fait avancé pour les personnes séropositives qui n'ont pas accès à un traitement. Et aujourd'hui en France, plus de 90% des personnes séropositives qui sont dépistées ont accès à un traitement. Donc, grâce à ce traitement, le virus peut pas se répliquer dans le système et il ne peut pas se transmettre aux partenaires. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a très peu de séropositifs en stade SIDA. En général, les gens qui sont en stade SIDA, c'est des gens qui ne sont pas dépistés, qui ignorent qu'ils sont séropositifs. Et c'est là tout le problème en fait de l'épidémie du VIH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'épidémie continue parce que des personnes ne sont pas dépistées. Donc le dépistage, c'est un peu la clé pour mettre fin à l'épidémie. Et c'est un peu la clé pour se préserver soi-même, parce que justement, quand on est dépisté, on peut se soigner et du coup, exactement. Voilà. Et donc, on peut répondre à la personne parfaitement gracieuse qui t'a dit t'as pas le sida, j'espère. Tu peux répondre aujourd'hui, bah non. Bah non, j'ai pas le sida. Voilà. Mais à l'époque, j'avais pas les. Non, mais bien sûr. Pour l'expliquer. Aujourd'hui, j'expliquerai avec pédagogie la différence entre VIH et SIDA, etc. J'essaierai de rassurer la personne. Bon, finalement, c'est quand même ironique que ce soit la personne séropositive qui doive rassurer la personne séronégative. Oui. Bon, voilà. Il y a quand même une inversion des rôles qui est un peu problématique et ce serait bien aussi effectivement que chacun réfléchisse à ça, parce que c'est quand même la personne qui est malade qui est obligée de rassurer son entourage. C'est un peu curieux. C'est comme une personne LGBT qui est obligée de rassurer sa famille en disant mais je vais bien, c'est pas une maladie. Voilà, c'est ça. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec les deux, parce que j'ai vécu les deux coming out, du coup, Et donc, on voit de temps en temps apparaître sur ton t-shirt un petit sigle U égale U. Ça nous permet de véhiculer un message de santé publique.
En fait, U égale U, c'est un slogan américain qui veut dire en fait indétectable égale intransmissible. Voilà. C'est ce que je t'expliquais. Hein, c'est Ouais, ouais. votre traitement. En fait, mon traitement, moi, protège mes partenaires. C'est-à-dire, moi, Ouais. je suis en couple séro-différent, mon conjoint est séronégatif, et je ne peux pas lui transmettre le VIH grâce à mon traitement. Donc ça, c'est quand même une révolution. Hein. C'est quelque chose qu'il faut vraiment dire, expliquer, marteler. Parce qu'en tant que personne séropositive, savoir que le virus est en soi, mais qu'il est endormi et qu'on peut pas le transmettre, c'est quand même génial en termes d'estime, d'acceptation du VIH. Ouais. Et peut-être, je parlais tout à l'heure du site parcourspositif.org, parce que un autre élément qui me semble important, et à l'occasion du 1er décembre, c'est de donner accès à des ressources, à de l'information, et on sait combien, dans le cadre d'une autre épidémie, on a eu un exemple très récent, on sait combien il est important de trouver des sources d'informations fiables. Tout à fait. Donc peut-être si tu as quelques aux côtés de parcourspositif.org, peut-être s'il y a d'autres sources d'informations. Bien sûr. En fait, Parcours Positif, moi, je l'ai imaginé comme un portail. Donc, en fait, quand vous allez dessus, vous avez plein de liens vers aide, sites d'action. Voilà, ce sont des sites fiables faits par des professionnels, des experts, et vous avez que des informations fiables. J'ai voulu que ce soit un site aussi pour les personnes qui viennent de découvrir leur séropositivité et qui sont un peu perdues, parce que moi, quand j'ai découvert que j'étais séropo, j'ai tapé SIDA dans Google, j'étais pas. Et on n'est pas déçu du voyage. Non, voilà, c'est ça. Il y a plein de fake news, il y a plein d'infos anxiogènes, il y a plein d'images datées des années 80. Donc voilà, je voulais un site un peu lumineux avec des sources fiables. Très bien. Et ben on arrive un peu à la fin de notre petite rencontre. Bon, en tout cas, vraiment, enfin, je le répète, hein, c'est pas simple. Alors là, je parle pas à toi, mais à ceux qui nous regardent. C'est un choix pas anodin d'accepter que sa vie serve de terrain d'expérience, si j'ose dire. Voilà, donc merci pour ce travail que tu as fait et qui se traduit par ce livre en 55 chapitres, non 56 56. Non, 56. Mais c'est des petits chapitres. Mais exactement, c'est des petits chapitres. C'est des petits chapitres qui se terminent par si je me souviens bien, par une très belle lettre à mon frère. Ouais. Voilà. Et une lettre à moi-même aussi. Et à toi-même, voilà, c'est ça. Il y a 2 lettres en fait. Tout à fait. Voilà, donc il peut se trouver, puisque l'intérêt c'est quand même de le lire, donc il peut se trouver par tout moyen habituel pour se procurer un livre sur les sites des libraires, et si possible sur les sites des libraires de proximité. Ouais, c'est ça. Pas forcément, allez pas l'acheter dans les grandes majors du commerce. Si on peut éviter Amazon, c'est mieux. Voilà, ce que je conseille, c'est appeler votre libraire pas loin de chez vous. Il peut le mettre en ligne et vous allez le chercher en click and collect. C'est quand même plus sympa de faire marcher les libraires. Exactement. Voilà. Merci. Merci à vous. Et puis à la prochaine.